Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Microsoft coupé en deux, le gouvernement américain espère démanteler le géant de l'informatique, une attaque en règle contre l'empire de Bill Gates qui viole les lois antitrust. La mise en examen du gouverneur de la Banque de France dans le scandale du Crédit Lyonnais pose la question de l'avenir de Jean-Claude Trichet. Les débuts des célébrations commémorant le 25e anniversaire de la chute de Saigon. Du côté américain, les vétérans se réunissent dans le recueillement à Washington. Pour la première fois, l'ensemble de la collection des œuvres de Claude Monet du musée Marmottan présentée au public, une série de chefs-d'œuvre tous inoubliables, au total 91 tableaux. Dans l'actualité de ce samedi, le cri d'alarme du maire du Croisic qui estime que les plages du littoral atlantique, encore et toujours souillées par la marée noire, ne seront pas prêtes pour l'été, c'est-à-dire pour la saison touristique. Il faudrait davantage de bras, or le plan Polmar sera levé en juin. Reportage Olivier Sioux, Gabriel Camire. Sur les plages du Croisic, les hommes en blanc poursuivent leur mission quasi impossible. La marée noire est là plus que jamais et ce ne sont pas de simples boulettes de fioul. Pompiers, militaires, hommes de la sécurité civile, tous travaillent d'arrache-pied, mais jusqu'à quand? Le plan Polmar pourrait prendre fin en juin, alors que sur le terrain, les élus réclament aujourd'hui et dans l'urgence davantage de moyens, quel qu'en soit le prix. Nous, on n'est pas à savoir qui doit intervenir, ce qu'il faut, c'est des moyens. Donc, comme l'État et Total ont signé un certain nombre de partenariats, je crois qu'ils, notamment pour le pompage, ils doivent être capables aujourd'hui de multiplier ces moyens pour justement que nos côtes retrouvent un aspect correct pour la saison. Un cri de colère partagé par tous les élus de la presqu'île de Guérande qui s'en prennent directement à Total. La compagnie pétrolière très en pointe sur le pompage de l'épave et beaucoup plus en retrait quand on évoque sa contribution au nettoyage du littoral. Nous n'avons jamais vu quelqu'un de Total à la Baule. Par ailleurs, nous avons un problème d'évacuation de notre polluant mélangé avec les algues. Il semblerait que Total n'ait pas trouvé de solution ou ne veuille pas trouver de solution pour évacuer ce polluant. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît totalement inadmissible. Pour crever l'abcès, les maires de la presqu'île et les hommes de Total se sont rencontrés vendredi à la Baule. Peine perdue. Chacun campe sur ses positions et la compagnie, elle, semble surtout être là pour communiquer. Il y a plusieurs communications en fait qui se font. Il y a une communication entre nous et les élus à travers les médias. Il y a une communication au travers des avocats par les contentieux. Il y a une communication très technique entre les élus, leurs services techniques, puis nos gens qui sont sur les chantiers. Il faut quand même qu'on ait une communication directe entre l'entreprise et ses élus. Avec la fin de vacances de Pâques catastrophiques pour le tourisme, chacun ici semble redécouvrir l'ampleur d'une marée noire longtemps sous-estimée. Les élus le savent, désormais, ce n'est pas la saison qui est menacée, mais toute l'économie d'une région. Avec enfin le retour du soleil et une météo plutôt encourageante pour les jours à venir, la saison commence sur la Côte d'Azur et elle s'annonce plus que souriante, avec sans aucun doute les répercussions de la marée noire qui draine vers le sud les habitués de l'Atlantique. À Jouan-les-Pins, Olivier Théron, Frédéric Surulli. La mer, la plage, le soleil. La Côte d'Azur s'est mise à bronzer. Il n'y a qu'à fermer les yeux et c'est déjà presque l'été. Les plus courageux vont se baigner comme si de rien n'était. Les autres en profitent simplement pour se reposer. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont déjà très nombreux. L'année 2000 s'annonce record sur la Côte d'Azur. Depuis janvier, les chiffres n'ont fait que progresser par rapport à 99. L'Erika a eu des conséquences jusqu'en Méditerranée. Les professionnels s'attendent à voir arriver de nombreux touristes habitués à l'Atlantique. Effectivement, avec les problèmes en Bretagne, notamment au pétrole, il y aura beaucoup de monde sur la côte. Les hôtels sont pleins et archi pleins. Mais bon, une fois que la plage est remplie, on ne va pas les mettre les uns sur les autres. Voilà. Mais ça fera travailler beaucoup de restaurants dans l'arrière-pays ou par côté. La Côte d'Azur, après des années 95 en demi-teinte, est redevenue une destination séduisant toute l'Europe. Les hôtels et les restaurants devraient cette saison afficher presque complet. Si les grands week-ends d'avril, de mai et juin sont bien partis et bien remplis, pour l'instant, globalement, avec quelques exceptions bien sûr, nous n'avons pas encore 100% de réservations sur juillet et août. Nous les ferons,
particulièrement sur route, parce que nous tournons sur Antibes et Juan-les-Pins à 95 à 100% de remplissage. Week-end prolongé, Grand Prix de Monaco, Festival de Cannes, du soleil et des touristes. La saison est lancée. Tout est donc prêt sur la Côte d'Azur pour que la grande folie balnéaire ne commence. Reste un problème important, celui de la température de l'eau. Elle n'est que de 15 degrés. En Corse, l'Assemblée territoriale décide de mettre un terme au monopole maritime de la Compagnie nationale Corse-Méditerranée qui depuis près de 25 ans bénéficiait avec la compagnie de navigation de la concession. Une décision largement contestée par les syndicats. Les traversées entre la Corse et le continent annulées hier en raison de la grève ont repris ce matin. Agnès Gardet. Le Napoléon Bonaparte, fleuron de la flotte de la SNCM. Hier soir à 23 h, dans les superbes salons du paquebot, les salariés de la compagnie tenaient leur assemblée générale. Tendus à l'approche du vote et déjà tout prêt à la riposte. Il va falloir apporter une réponse rapide, au moins égale à l'attaque. Car dans le même temps, dans les rangs de l'Assemblée territoriale se jouait le sort de la compagnie. La SNCM, une compagnie qui bénéficie depuis 25 ans d'une concession de service public. En vertu de quoi, elle perçoit des subventions de l'État au titre de la continuité territoriale, des subventions qui s'élèvent à 720 millions de francs par an. Conséquence du vote d'hier soir, la SNCM devra partager le gâteau. Je crois que ce n'est pas la situation que nous avions souhaitée, mais notre rôle est de savoir nous adapter et nous saurons nous adapter, nous avons les moyens. Nous allons maintenant pouvoir travailler pour que les compagnies puissent s'adapter et puissent satisfaire au mieux les obligations de service public qui ont été définies, je crois, dans l'intérêt de la Corse. Les élus ont fait un bon travail probablement. Du côté des salariés de la compagnie publique, le vote d'hier soir est un affront, pire, une menace. On va consulter les personnels. Évidemment que la SNCM ne va pas et la CMN ne va pas se laisser comme ça tondre. C'est 700 et 800 emplois qui sont concernés aussi bien en Corse que sur le continent. C'est une assemblée libérale, elle fait un vote libéral, elle fait la part belle, à la concurrence. C'est un choix éminemment politique, me semble-t-il. Elle embrasse ses responsabilités. Après 2 jours de grève, les employés de la SNCM ont repris le travail ce matin. Le trafic est à nouveau normal, mais jusqu'à quand? Il y a tout juste une semaine se déroulaient des incidents opposant des chasseurs à un député socialiste de la Somme. Aujourd'hui, pour la première sortie publique de Vincent Peillon, la confrontation sous haute sécurité s'est déroulée sans heurts, les dirigeants des associations de chasseurs ayant réussi à contenir l'hostilité de leurs troupes. Reportage Laurent Hakim, Alain Locaccio. La mallette blindée anti-projectile, Lionel Jospin l'avait expérimentée en Palestine. Désormais, elle accompagne les déplacements du député socialiste Vincent Peillon, tout comme l'escadron de gendarmes mobiles pour parer à toute nouvelle agression de chasseurs. Jamais, probablement, dans un village de la Somme, une inauguration de HLM n'avait été placée sous si haute surveillance. Ce qui est très clair, c'est la chasse au gibier d'eau ou la chasse aux députés socialistes. Là, des gens ont choisi la chasse aux députés socialistes. Moi, je fais de la politique depuis très longtemps et avant d'être élu, je continuerai de la même façon. Donc la préoccupation électorale, elle n'est pas de notre côté. Les communistes n'ont pas voté la loi sur la chasse, mais Maxime Grémetz, venu aujourd'hui en renfort, s'était préparé pour une petite explication. Moi, je trouve que s'ils étaient là, j'irais les voir. J'irai les voir comme je l'ai fait quand Michel de Messine est venu. Oui, il faut leur résister. Pas d'incident cette fois, mais jusqu'au dernier moment, les responsables locaux des chasseurs ont dû multiplier les appels au calme. C'est vrai que ça nous a permis d'avoir la une des journaux, mais il ne faut pas non plus recommencer à chaque fois. C'est que quelque part, ça ne peut que détruire aussi l'image du chasseur. Ça n'est pas l'image du chasseur de monter au créneau régulièrement comme ça. Le dispositif policier a certes découragé les chasseurs les plus extrémistes, mais de nouveaux dérapages sont redoutés d'ici 15 jours, cette fois contre des préfectures. À Paris, le 11e congrès du Front National, le premier depuis la scission. Jean-Marie Le Pen, en fin de soirée, unique candidat à sa succession, a donc été sans surprise réélu président du FN. Son objectif, bien évidemment, redynamiser ses troupes après ce qu'il qualifie de crise la plus grave. Le Front National, dit-il, a survécu à la trahison. On attend demain le discours de clôture de Jean-Marie Le Pen.
Aux États-Unis, nouvel épisode dans la bataille qui oppose Microsoft au gouvernement américain. Le département de la justice réclame le démantèlement du groupe de Bill Gates en 2 compagnies distinctes pour mettre fin à la situation de monopole du géant de l'informatique. Reste maintenant à savoir quelles seraient les éventuelles retombées sur le marché des logiciels si cette demande était retenue. Cyril Deveau. Dans ce grand magasin d'informatique, on commentait cet après-midi la possible fin du monopole de Microsoft. Pour les professionnels, quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. Le produit phare, Windows, restera numéro 1 des ventes. Windows reste quand même le produit qui reste sur tous les PC où toutes les applications tournent dessus, donc il n'y a pas grand-chose derrière. Il y a des petits produits qui arrivent, mais bon, c'est pas pour le grand public dans l'immédiat. Et pourtant, les consommateurs attendent avec impatience le jour où ils pourront trouver autre chose que des logiciels Microsoft omniprésents dans les rayons. C'est trop quoi. Il faudrait qu'il y ait plusieurs logiciels qui arrivent à voir le jour quoi, sans que Microsoft ait le monopole quoi. Pour la qualité notamment. La qualité et puis bon les prix quoi. Parce que surtout Microsoft c'est cher quoi. Cher et pourtant incontournable. Le système d'exploitation Windows équipe près de 90% des ordinateurs dans le monde. Chiffre comparable pour le navigateur Internet Explorer, 80% du marché, et pour les logiciels Microsoft. La justice des États-Unis propose de scinder l'empire de Bill Gates en 2. Windows d'un côté, Internet et logiciels de l'autre. C'est le seul moyen qu'ont trouvé les juges américains pour ouvrir une fenêtre à la concurrence. Pour la première fois, il y aura une véritable compétition sur le marché. Cela stimulera l'innovation et l'invention de nouveaux produits plus nombreux et moins chers. Pour sa défense, Bill Gates affirme tout le contraire. Une telle décision aurait un effet désastreux sur l'innovation dans l'industrie des hautes technologies. Avec de telles lois, jamais Microsoft n'aurait pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Si le démantèlement de Microsoft est confirmé le mois prochain, Bill Gates fera appel de la décision. La procédure pourrait alors durer 3 ans. En attendant, Microsoft pourra continuer à vendre ses millions de logiciels. Venons-en à la mise en examen du gouverneur de la Banque de France que nous évoquions hier dans notre journal. Jean-Claude Trichet, dans le cadre de l'enquête sur le scandale du Crédit Lyonnais, est mis en cause pour les activités qu'il a exercées en 92-93 alors qu'il était directeur du Trésor. Difficile d'évaluer aujourd'hui avec précision les répercussions de cette implication judiciaire. Portrait de cette personnalité internationalement reconnue qui devait prendre la présidence de la Banque Centrale Européenne en 2002. Éric Mézy, Yann Jiquel. Jean-Claude Trichet a surtout incarné le franc fort. Premier gouverneur en 1993 d'une Banque de France devenue indépendante, il mettra toute son énergie à défendre la monnaie nationale, sans se préoccuper, selon ses adversaires, des répercussions sociales d'une telle politique monétaire. Ce haut fonctionnaire, au parcours jusque-là sans faute, a servi les gouvernements de droite comme de gauche. Il est soupçonné aujourd'hui d'avoir, durant les années 92-93, dissimulé l'ampleur des pertes du Crédit Lyonnais. À l'époque, Jean-Claude Trichet était le tout-puissant directeur du Trésor. En tant que tel, il gérait les intérêts de l'État au sein des entreprises publiques comme le Lyonnais. Je comprends qu'il faille essayer d'y voir clair. Bon, en même temps, la frontière entre, je dirais, les responsables politiques et les responsabilités des hauts fonctionnaires de l'époque, cette frontière est extrêmement floue à placer. Car malgré son niveau de responsabilité très élevé, Jean-Claude Trichet a sûrement subi des pressions politiques importantes. Pour certains spécialistes, le maquillage des comptes du Lyonnais n'aurait pu se faire à l'insu des responsables politiques, des hauts fonctionnaires, des autorités de contrôle et même des banquiers. C'est la place de Paris tout entière qui va souffrir. Et ça, ni les pouvoirs politiques de gauche, ni les pouvoirs politiques de droite n'ont envie de l'assumer. D'où leur tendance à fractionner les dossiers, à ne donner aux juges d'instruction que des petits bouts de dossiers, pour que surtout on ne puisse pas faire apparaître l'existence d'une communauté d'intérêts éventuellement frauduleux. Jean-Claude Trichet devait succéder dans 2 ans à Wim Duisenberg comme gouverneur de la Banque Centrale Européenne. À moins d'un non-lieu rapide, ses projets semblent compromis. Dans les Bouches-du-Rhône, le vigile et le chef de rayon de chez Virgin ont été mis en examen pour homicide involontaire après la mort d'un jeune homme qui a été intercepté à la sortie d'un magasin, du magasin, alors qu'il avait volé un CD. Les 2 hommes ont été laissés en liberté. Selon leurs avocats, il n'y a pas eu de violence gratuite.
Le démantèlement d'un réseau mafieux qui rackettait des sourds-muets d'origine slave. 28 personnes ont été placées en garde à vue pour avoir obligé, sous la menace et la violence, des personnes handicapées à jouer précisément de leur handicap pour vendre toutes sortes de babioles dans plusieurs régions de France. Aux États-Unis, un avocat réputé pris d'un délire meurtrier a tué 5 personnes, toutes de races différentes. La tuerie de Pittsburgh intervient au moment où le débat sur le contrôle des armes à feu est plus virulent que jamais. Valérie Fournier. Richard Scott Bauhammers, 34 ans, avocat spécialisé dans les affaires d'immigration, signe particulier, criminel raciste. C'est lui qui a abattu 2 hommes sous les yeux de cette femme. 2 serveurs de ce restaurant chinois de Pittsburgh, tués par balle. Hier, sa haine pour les êtres différents, à la peau de couleur, l'a mené jusqu'à la folie, jusqu'à tuer. J'ai entendu quelqu'un crier, quelqu'un tire dehors, quelqu'un tire. Alors je suis sorti et j'ai vu Tony au sol. Et j'ai vu du sang. Tout ce sang. Tout ce sang. Ce sang, Bauhammers l'a fait couler en rejoignant son travail. Quand il est sorti de chez lui, il a d'abord tué sa voisine parce qu'elle était juive. Puis, il a pris sa Jeep et sur son parcours, il a ouvert le feu sur ce magasin de produits indiens, tué le patron et blessé un employé. Sa dernière victime était noire, tuée devant ce centre de karaté. Lors de sa course-poursuite avec la police, Bauhammers a pris le temps de peindre une croix gammée sur une synagogue avant de rejoindre tranquillement son bureau où il a été arrêté. C'est dans quelques heures que se dérouleront à Ho Chi Minh Ville les cérémonies commémorant la victoire de 1975 sur les États-Unis, marquant la fin de la guerre du Vietnam. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, la Corée du Sud et les Philippines ont pris part il y a 25 ans à ce conflit aux côtés des troupes américaines qui soutenaient le régime de Saigon. Du côté américain, bien évidemment, l'anniversaire de la chute de Saigon ne connaît pas le même retentissement et c'est devant le mémorial du Vietnam à Washington que se sont retrouvés les vétérans de cette guerre si douloureusement ressentie aux États-Unis. Correspondance Étienne Lénart. À 6 heures ce matin, le caporal Lenwood Link était le premier. Le premier des vétérans américains de la guerre du Vietnam à venir se recueillir devant le monument érigé à la mémoire des soldats tués au combat. Des hommes qui étaient ses amis. Là, c'était les gars de mon équipe. Et dès que je reviens ici, je me revois transportant leur corps dans l'hélicoptère. C'est tout ce que je revois. Et parce qu'aucune cérémonie officielle ne marquera aux États-Unis le 25e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam, quelques dizaines de vétérans sont venus très tôt ce matin nettoyer le monument. Un moyen pour eux de rendre hommage à toutes celles et tous ceux, près de 60 000 au total, qui ont payé de leur vie l'engagement américain au Vietnam et dont chaque nom est écrit ici. Sur ces dalles noires, en partie enfouies dans la terre, lieu de mémoire pour ceux qui en sont revenus. Ce mur, c'est un peu une partie de notre cœur, une partie de notre âme. Moi, ça me suffit d'être ici, sans cérémonie officielle, simplement être là pour leur dire que je pense à eux. Bob Jumper pleure encore aujourd'hui ses 2 cousins et ses 4 copains tombés au Vietnam, tombés finalement pour rien tant l'Amérique refusera au retour de ses soldats d'essayer de les comprendre et ne verra dans ces images de l'évacuation en catastrophe des derniers Américains de Saigon que l'illustration d'un énorme échec militaire et politique. La plupart des Américains qui n'ont pas été personnellement impliqués n'ont jamais voulu assumer. Ils ont préféré oublier, mettre de côté cette guerre tragique. En début de matinée, les vétérans ont fait place nette, laissant le soin aux touristes et aux gens de passage d'occuper les lieux. Le mémorial du Vietnam est aujourd'hui le site le plus visité de la capitale américaine. Une semaine noire pour les Russes en Tchétchénie, un conflit qui n'en finit pas. La détermination des forces tchétchènes à se battre jusqu'au bout impose de sérieuses pertes aux troupes russes. Commentaire Dorothée Lyrique. Toute la nuit, les Russes ont bombardé le village. Au matin, les hélicoptères patrouillaient encore au-dessus des ruines, au-dessus aussi des civils sortis des caves, vivants mais terrorisés. Cette attaque a eu lieu il y a 3 jours,
Aujourd'hui, l'armée fédérale a lancé de nouvelles opérations comme celle-ci pour répondre aux embuscades menées depuis quelques jours par les combattants tchétchènes. En moins d'une semaine, les Russes ont perdu 47 soldats. Les indépendantistes attaquent n'importe où et n'importe quand, et plus seulement dans les montagnes du sud où ils se sont retranchés. Depuis 3 mois, Grozny est théoriquement sous contrôle russe, mais la capitale est désormais le théâtre quotidien de tirs rebelles, de jour comme de nuit. Selon les soldats russes, que l'on dit de plus en plus démoralisés, 500 rebelles seraient infiltrés dans la capitale. La chasse aux Tchétchènes se poursuit. En 24 heures, plus d'une cinquantaine a été arrêtée. Selon l'état-major russe, tous les jours, l'armée découvre des caches qui contiennent armes et nourriture. Pour l'heure, aucune solution politique n'est en vue. Vladimir Poutine a même annoncé il y a 2 jours qu'il allait intensifier son action dans la République indépendantiste. Lors de cette réunion au Kremlin, le président russe a encore une fois ignoré les propositions de paix du président tchétchène. Les Philippines n'ont pas l'intention d'accéder aux demandes des preneurs d'otages et ont refusé de remplacer celui qui avait en charge les négociations de la libération des 21 otages, dont un couple de Français. Selon certaines informations, ces otages seraient dans un état d'extrême faiblesse. C'est du moins ce que rapporte une journaliste philippine qui a été autorisée à se rendre sur l'île où sont retenus par un groupe d'extrémistes musulmans. Ces hommes et ces femmes trop faibles, dit-elle, désormais pour bouger. En Tunisie, Taoufik Ben Brik poursuit sa grève de la faim, son frère n'étant toujours pas libéré. Le jugement a été reporté au 3 mai prochain. À Strasbourg, cette mise au point des autorités sanitaires concernant les eaux de pèlerinage de la Mecque ramenées en France, près de 3000 litres acheminés en Alsace, après examen bactériologique, seraient certes impropres à la consommation, mais il n'y aurait pas de traces de la bactérie responsable du choléra, contrairement à ce qui avait été annoncé. Reportage Jacqueline Pozzi et Sylvain Gauthier. On a cru que ces bidons pouvaient renfermer le pire. 2700 litres d'eau en provenance de la Mecque qui depuis 10 jours sont conservés sous clé à l'aéroport de Strasbourg. Intercepté par les douanes, ce lot a été analysé et les conclusions définitives démentent l'hypothèse initiale alarmante. On ne parle plus de choléra, l'eau contient uniquement un germe responsable de gastro-entérite. De toute façon, l'eau est polluée, les conséquences en restent les mêmes. Heureusement pour nous, il n'y a pas de vibrion cholérique, donc on est quand même moins dans une hypothèse de grande épidémie. Selon toute vraisemblance, ce sont les conditions de transport et notamment la chaleur qui auraient causé la contamination de cette eau destinée aux musulmans alsaciens. La nouvelle s'est en tout cas répandue comme une traînée de poudre, un nouveau coup dur pour la communauté musulmane après les cas de méningite le mois dernier. Pour les fidèles, cette eau sacrée que l'on boit ou que l'on offre à ses proches est une tradition ancestrale. Des siècles et des siècles, depuis que cette eau existe, tout le monde a envie de goûter, si vous voulez, cette eau. Donc maintenant, aujourd'hui, nous, on n'a pas peur de cette eau, mais c'est vrai, le moyen de transport, laisser l'eau dans la chaleur pendant des semaines et des semaines, les conditions, c'est ça. Donc il faut faire attention, c'est tout. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est rassurer les fidèles qui ont entendu un petit peu les informations qu'on connaît, pour pas qu'ils aient de crainte, tout simplement. Rassurer la communauté, même si tout risque pour les pèlerins est désormais écarté. Quant aux bidons, mauvais souvenir de cet épisode, ils seront détruits dès la semaine prochaine. Un nouveau cas de méningite dans les Hauts-de-Seine. Il s'agit d'un enfant de la maternelle Gatelot de Clamart. Tous les élèves scolarisés dans cette école ainsi que ceux qui y travaillent doivent prendre contact avec leur médecin pour recevoir d'urgence un traitement préventif. L'abolition d'un monopole qui datait d'Henri II, celui des commissaires-priseurs, qui perdront donc la charge qui leur permettait de mener les enchères publiques. Une petite révolution qui supprime le statut d'officier ministériel, un privilège d'un autre monde. Demain, chacun pourra, s'il obtient un diplôme, choisir cette profession. Réaction à l'hôtel Drouot, Émilie Lançon, Michel Levasseur. Quand Drouot ouvre ses portes, on se précipite. Voilà de quoi rassurer les commissaires-priseurs. Patrick de Bureau fait partie de l'ancienne génération, celle qui a dû acheter une charge pour exercer. Aujourd'hui, la perte de son monopole va l'obliger à emprunter de l'argent une nouvelle fois afin de se regrouper pour faire face à l'arrivée de la concurrence étrangère.
J'arrive à la fin du remboursement de mes prêts. Je dois réemprunter pour pouvoir poursuivre à nouveau mon activité dans le cadre d'une association nouvelle, c'est-à-dire investir dans des locaux, dans toute une structure nouvelle, du fait de la loi. Car avec cette loi qui autorise la concurrence étrangère à vendre en France, mieux vaut s'associer. C'est ce qu'a choisi de faire Patrick de Bureau avec 4 autres commissaires-priseurs. Oui, tout à fait. Face au regroupement et à l'arrivée de concurrents de sociétés capitalistes, alors que nous sommes de petits artisans jusqu'à présent, enfin ça n'a pas duré très longtemps encore, il était urgent d'atteindre une taille critique pour pouvoir offrir à nos clients un service d'une qualité supérieure. Mais du côté de chez Sotheby's, l'un des géants du marché de l'art, on se veut rassurant. L'ouverture du marché de l'art permettra que ce que nous exportons à l'heure actuelle, au lieu d'être vendu à New York et Londres et d'échapper à un public français, se passera à Paris. Et nous savons d'expérience que nous fixons sur place une partie de ce qu'on vend. Ce qui fera sans doute la différence entre Londres, Paris et New York sera le poids des taxes. Et là, les commissaires-priseurs français sont inquiets. Il ne faudrait pas que cette fiscalité reste qu'elle est, parce qu'elle est quand même lourde. TVA à l'importation à 5,50, droit de suite qui est quand même très lourd à 3%, plus-value, tout ça fait que pour les ventes de très haut niveau, notamment dans le tableau moderne, New York est plus attractif au niveau des taxes. Pascal et Patrick en tout cas ont de grands projets. Voici leurs futurs locaux. Pour les travaux, ils espèrent que le gouvernement sera généreux et indemnisera l'ensemble des commissaires-priseurs à la hauteur du préjudice qu'ils estiment avoir subi en perdant leur monopole. La foire de Paris qui offre un grand espace aux artisans qui jouent la carte de la réédition de produits anciens. L'occasion pour Jean Pézieux et Christian Leroux de s'intéresser au carrelage à l'ancienne dans la dernière entreprise qui maintient cette tradition dans l'Oise. À mi-chemin, entre la Picardie et la Normandie, Saint-Sanson, il y a un siècle, fut un grand centre de poterie et de carrelage. 50 ouvriers travaillaient dans cette seule usine qui ferma en 1960. Récemment, l'activité a repris avec 6 employés sous la conduite d'un ancien cadre de société pétrolière. Un jour où je me promenais dans la région, je suis tombé devant un panneau sur cette usine qui était indiqué « usine à vendre ». Je l'ai visité de nuit et par effraction et j'ai eu un coup de cœur et c'est comme ça que je l'ai acheté. Extraite de carrières de la région, l'argile arrive à l'usine sous forme de pain de 15 kg. Ces pains sont tranchés puis moulés en forme carrée ou hexagonale. Aucun additif, sauf de l'huile, afin d'éviter que les carreaux ne collent entre eux au séchage. Le séchage dure 2 semaines, le temps que l'humidité tombe de 20 à 9%. Nous allons les laisser sécher dans les séchoirs en les faisant sécher assez lentement pour éviter d'avoir de la casse au séchage. Donc là, ils contiennent encore de l'eau et ne peuvent pas être pour l'instant mis dans le four, ils éclateraient à la cuisson. Une fois secs, les carreaux sont placés dans le four. 50 000 carreaux par fournée, de quoi couvrir 800 mètres carrés. Le four est fermé par des blocs d'argile réfractaire, de l'argile liquide obstruant les fentes. Pour assurer une bonne cuisson, la température monte à 1150 degrés. La cuisson va durer 40 heures. Quelques heures après le refroidissement, c'est l'opération inverse. On enlève les blocs qui fermaient le four, les carreaux sont terminés, avec des couleurs allant du blanc crème au rouge brique, répondant plus ou moins à ce qu'on en attendait. Nous essayons d'influer un petit peu sur cette couleur en modifiant la cuisson, en l'augmentant un peu ou la diminuant, mais une argile ne nous donnera jamais la couleur que nous voulons. La couleur n'apparaît qu'à la cuisson. Exactement. C'est toujours la surprise à chaque fois quand nous ouvrons le four. La part du hasard, c'est ce qu'apprécient les amoureux des carreaux à l'ancienne, exposés ici à la foire de Paris. Leur prix, 200 francs le mètre carré, ne dépasse pas celui du carrelage de la grande industrie. L'argile et le hasard font vraiment bon ménage. En tête du box-office, la performance de Taxi de près de 9 millions de spectateurs pour ce film qui connaît un franc succès un peu partout en France et en particulier à Sochaux-Montbéliard, le berceau de Peugeot qui fabrique précisément la fameuse 406. Là-bas, la star, c'est d'abord la voiture. Reportage de Christine Beauce et Sylvain Gauthier. Peugeot-Sochaux, 17 400 personnes participent quotidiennement au succès d'une super production. Nom de code 406. Le plus vieux cinéma de la région, le Lumina, n'a pas hésité à accrocher une 406 sur son toit, mais pas n'importe laquelle, l'une des 3 voitures déjà mythiques qui a servi au tournage de Taxi 2. Tout à fait, la voiture est la star incontestée du film. Imaginez
Dans le premier taxi, personne ne connaissait Sami Nasri ou Diefenthal. Les gens sont venus, la star était bel et bien la voiture et le demeure malgré tout, quoi. Et l'héroïne du film crève l'écran, bondit, s'envole et s'écrase, drôle, sympathique et populaire. Elle est fabriquée au pays, alors chacun ici ressent une légitime fierté. C'était assez gratifiant pour l'image de l'entreprise et pour nous-mêmes. C'est un petit plus. C'est pas souvent qu'on voit une voiture aussi bien représentée. Quand j'irai le regarder, je pourrais dire celle-là elle est sortie d'ici. Ça se peut, je l'ai touché, Vous épatez les copains. Après l'usine, direction le cinéma pour enfin découvrir ce succès hexagonal qui flirte avec les 9 millions d'entrées. Un succès accentué dans la région. En 4 semaines, Taxi 2 a dépassé le score de Titanic sur la même période. Oh putain, c'est du gros ça. Sans votre respect, chef, je crois plutôt que c'était une 406. Hein. Verdict? On regarde plus la voiture que... Bon, le film vient derrière, mais on est d'abord penché sur la voiture. Il va bien en avoir une à la maison. Ouais. La même, ouais. Ça serait bien, quoi. Peugeot, premier fournisseur de taxis en France, a d'ores et déjà enregistré une forte demande de 406 blanches parmi la profession. Tennis, cet après-midi à Moscou, au premier tour du groupe mondial de la Fed Cup, Julie Allard a perdu face à la Belge Elske Lens 3-6, 6-4, 6-2. Défaite également dans le second simple de Nathalie Tauziat. La qualification des deux Françaises est donc compromise pour la demi-finale. Comme chaque année, le spectacle à Garnier de l'école de danse de l'Opéra de Paris. En coulisses, c'est dans la salle l'émotion et l'émerveillement des petits rats qui espèrent devenir les étoiles de demain sous les yeux de Maurice Béjart, qui a signé l'une des chorégraphies de ce spectacle où aucun des danseurs n'a 18 ans. Reportage Dominique Barouche, Nathalie Gallet. Dernier échauffement avant le spectacle. La danse va les consacrer. On doute toujours de sa technique, est-ce qu'on va être bien sûr, bien au point, est-ce que les répétitions que l'on a faites vont porter ses fruits. C'est un moyen d'expression, beaucoup de choses, monter sur scène, le contact avec le public. Oui, j'y accorde beaucoup d'importance, c'est même essentiellement ma raison de vivre quand même. Si l'école compte 140 élèves, ils seront une petite poignée à intégrer le corps de ballet par concours. Pour ça, du travail et encore du travail. Ils ont fait un bond, je dois dire, dans l'espace par rapport au travail qu'ils avaient fait jusqu'au mois de décembre, qui est considérable. Je pense qu'il faut faire avec les enfants des instruments plus ou moins parfaits et plutôt plus parfaits. Les plus jeunes élèves, venus comme spectateurs, profitent de l'entracte pour demander un autographe à leurs aînés. Au début, c'est très dur et bon, après, on s'y fait parce qu'on s'acharne au travail. Mais c'est vrai qu'au début, on a envie d'air, on a envie de sortir. C'est vrai que c'est ça le problème, en même temps l'avantage de l'enfermement, entre guillemets, parce que c'est pas non plus... c'est que justement, on est concentré sur le travail et uniquement que ça, et qu'il n'y a que le travail qui peut vous faire oublier justement ce côté à part. Résultat parfait académiquement. J'ai l'impression que c'est une génération qui attend qu'on leur donne des choses, qui ne projettent pas forcément, qui ont presque peur d'avoir une émotion, un pas de travers, quoi. Alors est-ce que c'est un manque d'imagination? Je ne sais pas. Ce soir, les petits rats ont rêvé d'être des étoiles, reste à y parvenir. La plus belle exposition d'étoiles de Claude Monet, toutes rassemblées au musée Marmottan, 91 chefs-d'œuvre à découvrir et à revoir sans jamais se lasser. Georges Bégou, Jean-Louis Bousser. Le Louvre possède la Joconde, le musée Marmottan détient Impression soleil levant de Claude Monet, qui fut à l'origine du mouvement pictural le plus fameux du XIXe siècle, l'impressionnisme. Cette vision du Parlement de Londres
est un témoignage éblouissant de l'art impressionniste. Au-delà des chefs-d'œuvre de la maturité, l'exposition montre les caricatures réalisées par un Monet adolescent. Et plus émouvante encore, les carnets de croquis si précieux qui contiennent les esquisses, les notations rapides qui se développeront dans les futurs tableaux. Évocation au crayon de la gare Saint-Lazare et du pont de l'Europe. La cathédrale de Rouen est ébauchée en quelques traits tremblants pour donner l'impression de lumière mouvante. Nous avons la plus grande collection au monde d'œuvres de Claude Monet depuis les débuts, c'est-à-dire les caricatures qu'il a fait quand il était au Havre, jusqu'aux nymphéas de Giverny. Les nymphéas qu'il peindra 300 fois en 27 ans furent le grand œuvre de sa vie. Cette fillette semble confier à son voisin qu'elle a visité les jardins de Giverny, là où se trouve l'étang aux nymphéas que Monet avait fait creuser et aménager. Les petits ponts japonais aux glycines mauves et les saules pleureurs harmonieusement penchés vers l'eau avaient toutes les faveurs de l'artiste. Je ne forme pas d'autre vœu, disait-il, que de me mêler intimement à la nature. La nature, si richement déployée sur la toile, en une multitude de touches colorées, avait toujours pour point de départ un dessin rapide réduit à sa plus simple expression. L'exposition du musée Marmottan, en proposant 91 œuvres du maître de Giverny, nous permet de mieux apprécier son travail et surtout de noyer notre regard dans le miroir de la beauté. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Microsoft coupé en deux. Le gouvernement américain espère démanteler le géant de l'informatique. Une attaque en règle contre l'empire de Bill Gates qui viole les lois antitrust. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, 20h55, Taratata présenté par Nagui, 1h30 le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit l'écrivain Éric Orsena. À midi, DMA, Paul Amar aura pour invité Michel Alliot-Marie. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.